Bonjour, je suis avec Monsieur Thierry Val qui est en charge d'une organisation qui s'appelle Cap Liberté Conscience. Monsieur Thierry Val, bonjour. Bonjour. Dites-moi, Cap Liberté de Conscience, c'est quoi? Alors, Cap Liberté de Conscience, on va commencer par l'acronyme complet. Donc, CAP Liberté de Conscience, c'est pour la coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience. C'est une organisation qui est née formellement au milieu des années 90, en 1995, et qui a pris une existence un peu plus solide, légale, on va dire, en 2002. Le but de cette organisation, elle s'est fondée sur un peu la liste parlementaire de 1995 qui a listé 172 mouvements, allant des plus grands mouvements spirituels, religieux, jusqu'à des petites structures. Et en fait, CAP s'est monté sur la défense justement de ces minorités, parfois individus, et se sont retrouvés mis du jour au lendemain au banc de la société avec une étiquette de secte. L'aventure, elle a commencé un peu là, la réunion de ces personnes qui ont cherché des moyens, avocats, universitaires, manifestations, enfin tous les moyens possibles et inimaginables pour faire entendre leur voix face à cette injustice auquel ils ont fait face lors de cette commission parlementaire. Personnellement, qu'est-ce qui vous a amené à ce travail? En fait, moi, c'est un tout petit peu par hasard, dans le sens où, quand l'organisation de l'association a pris un peu du volume, il y a eu besoin un peu de gens qui aidaient. Moi, c'est via ma femme, en fait, qui était un peu dans ce combat-là, comme dont je savais un peu de technique à l'époque, site web et compagnie. J'ai commencé par aider l'organisation, et puis ça, c'était fin des années 90 et jusqu'à en devenir président en 2016. J'ai pas été actif dans l'association depuis son début, mais disons que depuis les 15 dernières années, effectivement, j'ai pris un peu plus de place dans l'organisation. Mais en fait, c'est un peu, je dirais pas par hasard, c'est via ma femme et surtout les attaques sur les écoles, etc. Ma femme de l'époque s'est sentie concernée par ce sujet-là. Et vous avez une formation de juriste, quelque chose de particulier? Non, j'ai pas de formation de juriste. J'ai suivi plusieurs formations durant toutes ces années-là, que ce soit un petit peu pas en matière de droit, mais en matière de, on va dire, de convention internationale. Récemment, j'ai à l'OSCE délivré une formation sur les discours de haine et crimes de haine. Donc, on va dire, je fais un peu de la formation permanente depuis une vingtaine d'années, profitant des différentes possibilités offertes par les instances internationales pour se former un peu à tout ce qui peut être la protection des libertés. Vous avez dit tout à l'heure que en 2002, si mes souvenirs sont bons, il y a une commission réglementaire qui a listé une série d'organismes qui étaient plus ou moins reconnus et d'autres moins. Qu'est-ce qui définit la différence entre ces organismes? C'est un peu, c'est là où nos parlementaires, ils ont pas fait vraiment un travail sérieux. Donc c'est la commission parlementaire sur les sectes de 1995, c'est qu'ils ont amalgamé 172 mouvements sous le terme de secte. Alors aujourd'hui, on dit que cette liste n'a plus de valeur légale, mais n'empêche qu'à l'époque, c'est 172 mouvements qui vont des mouvements les plus connus comme les témoins de Jéhovah, l'église de Scientologie, Raël, etc., jusqu'à des petits groupes dont plus personne ne se souvient, comme le groupe Horus ou la psychanalyse, enfin des petits groupes comme ça qui étaient ou parfois des individus ou quelques individus qui ont été amalgamés. Alors c'est impossible. Les personnes de ces mouvements-là se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, n'avaient aucune affinité particulière les uns avec les autres. Et du jour au lendemain, il y a eu un grand sac, on les a tous mis dedans et puis on a marqué secte dessus et on les a achetés au requin. Alors, qu'est-ce qui définit une secte dans ce cadre de pensée-là? Alors en fait, c'est là toute l'hypocrisie de cette commission parlementaire, c'est qu'après, ils ont fait une liste de sectes, mais tout en ne voulant pas définir le mot secte. Parce que ils ont dit que s'ils définissaient le mot secte, finalement, ça mettrait un cadre dans lequel tout le monde ne pourrait pas rentrer. Donc ils sont restés vagues sur le terme de secte, à tel point qu'aujourd'hui, tous les médias, à chaque fois que vous entendez un média, à chaque fois que vous entendez un représentant de l'État dire le mot secte, vous pouvez lui écrire en disant que le mot secte n'a pas de définition légale et que même sur le site de la Miviludes, sur les questions fréquemment posées, vous pouvez trouver qu'à la définition de secte, il n'existe pas de définition de secte et l'État n'emploie pas le mot secte. Mais il est tout le temps employé. Donc le sociologue Raphaël Biogé parlait de la schizophrénie de la laïcité française. J'aime beaucoup la formule parce que ça rejoint tout à fait ça. C'est tout à fait schizophrène. Parce que d'autant plus qu'il y a des mouvements, dirais-je,
qui sont reconnus, d'autres pas du tout. Par exemple, si on prend, vous avez cité tout à l'heure les témoins de Jéhovah qui sont qualifiés ou ont été qualifiés comme secte, d'autres pas ou peu du tout qualifiés comme secte. Alors concernant les témoins de Jéhovah, vous avez raison. Aujourd'hui, entre guillemets, alors là je mets des guillemets gras, secte en France, et récemment le drame qui nous a touchés à Hambourg, pour le gouvernement allemand, les témoins de Jéhovah, c'est une religion au même titre que l'Église catholique romaine, que luthérienne, protestante, etc., etc. Donc c'est vraiment deux poids, deux mesures. Les anglo-saxons ont le même mot pour l'ensemble des pratiques, des croyances, on va dire, qui est le mot culte, alors qu'en France, on a le mot culte, on a le mot secte, on a le mot mouvement, etc. Oui, voilà. Chez nous, je reviens toujours à cette notion de schizophrénie, c'est que on a la loi de 1905 qui est très claire, hein, 2 articles. La France ne reconnaît aucun culte et ne finance aucun culte. C'est la séparation des églises. Je dis bien, c'est la séparation des églises et de l'État. Donc, à partir de ce moment-là, ils ne reconnaissent pas, ils ne financent pas, mais ne pas reconnaître et ne pas financer, ce n'est pas non plus méconnaître le champ aujourd'hui sociologique de la religion en France et du phénomène religion en France. Et justement, à travers ce combat, à travers les sectes, tente à vouloir dénier ou méconnaître ce qu'est aujourd'hui la France spirituelle ou la France religieuse. Alors, encore une fois, la France semble avoir un point particulier qui est que il y a des groupes de travail qui sont financés par l'État, et avec une grosse particularité qui est que non pas on s'intéresse aux sectes, mais on s'intéresse aux dérives sectaires. Et c'est encore un autre cas, là. Voilà. Donc, alors, il y a 2 choses dans votre question. Effectivement, l'État finance on va dire, entre 80 à 90% toutes les associations dont vous avez pu entendre le nom durant cette semaine de médiatique au sujet des assises de la Miville. Les assises des dérives sectaires. Donc, tout ce qui est Union nationale de défense des familles et individus, tout ce qui est association dans le nord de la France, CAFES, etc., etc. Toutes ces associations depuis plus de 40 ans, en tous les cas, depuis que ces associations existent, il y a plus de 40 ans, ne vivent que du financement de l'État. C'est-à-dire qu'ils disent agir au nom de la population française, mais ils n'ont quasiment pas de membres. C'est-à-dire que si vous prenez la Croix-Rouge ou si vous prenez l'Abbé Pierre ou les fondations caritatives, elles vivent des dons de leurs membres parce que les gens sentent que à soutenir l'Abbé Pierre ou à soutenir la Croix-Rouge ou à soutenir le Secours catholique, on fait une œuvre caritative, une œuvre bénéfique à la société. Alors que ces associations-là ont très 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 peu de membres et ils sont financés qu'à 80 à 90%. Et si vous regardez ces assises, c'est quoi la complainte de ces associations-là? C'est on veut plus d'argent, on veut plus de moyens. Pourquoi on n'en sait rien? Mais en tous les cas, c'est devenu une sous-administration de l'État. C'est-à-dire que l'État a sous-traité sa lutte contre la spiritualité à ces associations-là. Donc ça, c'est pour la partie financement. Et assise des dérives sectaires. Dérive sectaire, il y a secte. Secte, c'est pas défini. Alors, qu'est-ce qu'une dérive sectaire? C'est quelque chose qui n'est pas défini non plus. Les juristes se battent avec ça, les avocats se battent avec cette notion-là. C'est une notion qui est complètement arbitraire, qui n'a aucun fondement. L'autre point également, c'est que c'est sur des présomptions, c'est-à-dire que c'est pas sur des faits. On pense que la telle association est sectaire parce que, etc., etc. Là, vous touchez un petit peu aux origines de notre association, quoi, au but de notre association dès le début, parce que dès le début, ça a touché des personnes et parfois ça a été dramatique pour certaines personnes qui se sont retrouvées qualifiées de secte, mais sous aucune preuve, rien du tout. C'est juste un champignon qui est apparu comme ça d'un seul coup et la personne s'est retrouvée atteinte de cette maladie secte sans savoir pourquoi, sans savoir d'où ça venait et s'est retrouvée lynchée par les médias. Alors, je n'ouvrirai pas le chapitre médias parce qu'il y a une forme de liberté d'expression, mais disons que l'État a en tous les cas une responsabilité très grande parce que dans cette commission parlementaire, le travail il a été bâclé. C'est la présomption d'innocence, le droit à la défense, enfin tous les articles relatifs aux droits de l'homme et quant à la défense de l'individu et à son droit de pouvoir répondre ont été bafoués dans cette commission. L'État français est laïque, la République française est laïque. Et depuis tout à l'heure, vous me parlez de spiritualité et
En quoi l'État, en quoi la République a-t-elle le droit de s'attaquer à la liberté de spirituelle? En fait, voilà, c'est la question que se posent mes prédécesseurs à la présidence de l'association et moi-même. Ça fait l'objet de plusieurs réunions houleuses. C'est le pourquoi du comment. Si on prend la racine de la chose, c'est au milieu des années 70, des parents, on va dire, catholiques moyens, qui voient leurs enfants partir vers des mouvements plus ou moins ésotériques, avec des noms plus ou moins folkloriques, et la panique de ces parents de voir leurs enfants ne pas devenir avocat, docteur, pilote d'avion ou je ne sais quoi, et devenir partir dans un ashram ou partir à l'autre bout du monde pour vivre une spiritualité différente. Jusque dans les années, on va dire 80, jusque dans les années 90, l'État s'était jamais mêlé de ça. Considérait que c'était un choix personnel, que c'était des affaires de famille, même si elles pouvaient être douloureuses parce que des parents qui voient partir leurs enfants en Inde ou je sais pas où, ça peut toujours être vécu comme un drame, mais l'État s'en était jamais mêlé. Et après, il y a 1995, ce fameux drame du Vercors avec l'ordre du Temple solaire. Des associations montent ça un petit peu en épingle, et d'un seul coup, ça devient une affaire d'État. Mais le fin fond, c'est que l'État se mêle d'affaires familiales d'adultes consentants majeurs qui décident de vivre une spiritualité différente. Toute cette affaire repose que sur ça. Le fondement de l'affaire, ce sont des parents qui sont pas d'accord avec les choix spirituels de leurs enfants, et l'État qui se mêle de dire à ces enfants-là, non, vous devez rentrer dans le giron de ce qui est la spiritualité acceptable de vos parents ou de l'État. C'est l'aberration du truc, quoi. Alors ça, c'est le premier point, parce qu'il y a un deuxième point, je dirais, c'est le second effet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai lu récemment dans une presse quotidienne que la Miviludes avait dit que 70% des plaintes qui leur étaient remontées, c'était pour des pratiques, entre guillemets, non conventionnelles. Et dans ces pratiques, il y a toutes les pratiques de soins, les pratiques de bien-être qui sont considérées comme non conventionnelles, qui deviennent sectaires. En quoi ceci, presque du médical, ça intéresse ces organismes plutôt de l'ordre des médecins dans ce cas-là? C'est étonnant qu'une mission qui n'a aucune valeur universitaire ou de pratique va juger des pratiques non conventionnelles et dire que ces pratiques n'ont pas été éprouvées par la science. Mais eux-mêmes qui y sont pour pouvoir dire quels sont leurs critères, qu'est-ce qu'ils peuvent dire. Alors maintenant, il y a des cas assez drôles où des pratiques qui, dans des pays autour de la France, comme la Suisse, la Belgique ou l'Espagne ou l'Italie, des pratiques qui sont un peu comme les minorités, hein, puisque je vous ai dit tout à l'heure au sujet, par exemple, des témoins de Jéhovah, qui en France sont, entre guillemets, une secte, et qui, en Allemagne, sont une religion tout à fait reconnue. Et ben là, en France, il y a des personnes qui n'ont aucune compétence médicale, qui n'ont aucune compétence, rien du tout, vont parler de pratiques non conventionnelles, alors que ces mêmes pratiques-là sont pratiquées, sont délivrées dans les autres pays de façon tout à fait normale et que ça pose aucun problème. On infantilise les gens sur leur spiritualité, sur leur choix thérapeutique, en disant finalement vous n'êtes pas assez intelligent pour choisir votre spiritualité ou pour choisir votre pratique thérapeutique, et on va décider pour vous. Donc c'est un peu un effet pervers de l'État-providence qui se charge un petit peu de notre bien-être, entre guillemets. Excusez-moi cette plaisanterie, c'est pas une dérive sectaire, ça? Si, ça pourrait rentrer dans une dérive. En tous les cas, c'est une dérive clairement. Et ce que nous on dénonce, pas que nous, hein, c'est que toutes les instances internationales, que ce soit l'ONU, que ce soit l'OSCE, qui est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, que ce soit toutes les instances un petit peu sérieuses, universitaires un petit peu sérieuses, dès qu'ils se penchent sur le cas de la France sur ce sujet-là, ils s'arrachent les cheveux. Donc, bien souvent, moi j'ai eu des interlocuteurs venant du monde anglo-saxon qui me regardaient comme si je débarquais de la planète Mars, quoi. Je me souviens d'une petite anecdote d'un émissaire américain qui était venu au début des années 2000 en France, et je lui avais servi un petit peu de guide, je lui avais fait rencontrer des personnes un peu victimes de ce système-là, et quand je l'ai quitté à l'aéroport de Roissy, il m'a dit Thierry, je pensais arriver au pays des droits de l'homme et je repars d'un pays communiste. Et à votre avis, c'est une volonté politique ou c'est un phénomène historique? C'est toujours pareil, ça fait partie des grandes questions. Moi, je pense que ce que je ressens, c'est que que ce soit dans le milieu thérapeutique ou dans le milieu spirituel, il semblerait qu'en France, c'est comme une espèce de plafond de verre. Si vous êtes en dessous du quota, vous pouvez passer un peu en dessous du radar. Et dès que vous franchissez une barre que je n'arrive pas à estimer, vous allez avoir des problèmes.
les écoles Steiner, des écoles complètement reconnues depuis des décennies, enfin, qui sont partout dans le monde reconnus pour leur sérieux, etc., sont aujourd'hui au cœur de la polémique. Alors, faillite de l'éducation nationale, fuite des parents qui placent leurs enfants dans des écoles privées ou écoles à domicile et instruction à domicile, etc., etc. Donc, on a bien vu que la première cible de l'État, ça a été d'interdire pratiquement l'instruction à domicile, de contraindre les écoles libres, d'attaquer les écoles Steiner, au lieu de regarder la faillite de leur système, qui est le ministère de l'Éducation nationale. Ils ont préféré attaquer les alternatives pour essayer de ramener dans le giron de l'éducation nationale les enfants les parents qui ont fait sortir leurs enfants de ce système-là, quoi. C'est complètement aberrant. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez un siège à l'ONU comme rapporteur. Vous participez à des commissions à l'OSCE. Alors je veux pas minorer ni vos intentions ni votre motivation, mais quelle est la portée de vos actions justement sur le plan national? Je ne suis pas rapporteur à l'ONU. Mon association est reconnue à un statut consultatif auprès de l'ONU, ce qui lui donne accès aux différents mécanismes de l'ONU, etc. Ça, c'est la grande question. Quel impact? Honnêtement, je ne saurais pas répondre. L'impact, il est que on dénonce, et le fait que ce soit dénoncé, peut-être que ça ralentit la machine. On ne sait pas à quelle vitesse serait la machine si on n'avait pas dénoncé, ralenti en tous les cas depuis toutes ces années-là. Je pense que notre action s'inscrit un peu dans le temps, dans une persistance de faire entendre la voix des minorités qui sont discriminées en France. En tous les cas, l'effet que ça a, c'est que c'est l'image de la France sur ce sujet-là. Je parle bien sur ce sujet-là. L'image de la France est déplorable. Tous les autres pays regardent la France comme des extraterrestres. Et c'est incompréhensible, comme je vous disais. Bien souvent, des délégués, des représentants viennent nous voir après, disant mais expliquez-nous ce qui se passe en France, quoi. Alors, on va revenir sur un cas un peu particulier. Vous avez évoqué il y a quelques mois, je crois, l'histoire d'un homme qui était emprisonné justement pour ses convictions personnelles, Monsieur Cyril Adam. En quoi ce cas est-il emblématique ou est-il un cas d'exemple par rapport à la défense des libertés de pensée? Alors, avant d'évoquer le cas, je mettrai juste une petite précision. Nous, l'organisation, on ne défend pas une spiritualité, on ne défend pas la spiritualité d'une personne ou d'une autre. On défend ces droits de l'homme qui ont été bafoués. Maintenant que j'ai dit ça, justement, là, le cas de Cyril Adam, la série de droits qui ont été bafoués, déjà sa liberté de mouvement, il est toujours en prison de façon préventive, sans raison réelle, si ce n'est que il est au milieu de cette machine gourou, et je dirais qu'il y a, peut-être que je m'avance un peu, mais peut-être un mauvais timing aussi, parce que là, il tombe en plein milieu des assises, de tout ce remue-ménage, etc., et je vois pas le juge relâché sans avoir peut-être une remontée de son ministère ou des choses comme ça. Donc, dans son cas, lui, il y a détention provisoire, donc il y a le fait que le dossier est monté complètement à charge, les droits de visite sont limités, son avocat peut pas avoir accès à toutes les informations, enfin, le contradictoire n'est pas respecté, les délais, c'est énorme. Déjà, rien que sur un justiciable doit être jugé dans des délais raisonnables. Là, il n'est même pas jugé, il est toujours en préventive. Les délais raisonnables, c'est un cas. Si ça continue à cette vitesse-là, c'est la Cour européenne qui va juger et la France va être condamnée. J'espère qu'avant ça, la France aura réagi, parce que une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme, ça prend quelques années, et ça voudrait dire que la France n'a pas su réagir face à cette affaire-là pendant toutes ces années-là. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer aux instances internationales que tout ce qui est détention préventive, conditions carcérales, interdiction d'avoir le droit aux soins, interdiction d'avoir des régimes alimentaires adaptés à sa personne, etc., etc. C'est des violations basiques des droits de l'homme. Là, on est vraiment dans des choses basiques des droits de l'homme. À votre avis, dans votre travail, par rapport à des sujets comme celui de Monsieur Cyril Adam, quelles seraient là ou les solutions que vous verriez sur la mise en place peut-être d'une nouvelle réglementation sur la liberté de penser? Je sais pas, qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous? Ça va être un travail un petit peu difficile, parce que quand vous avez été, je dirais, pas trompé, mais quand vous avez été pendant plus de 40 ans dans une ligne éditoriale, au bout de 40 ans, quand vous devez en changer, le changement, il se produit pas du jour au lendemain. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait que quelqu'un au gouvernement finisse par admettre ce qu'avait déclaré une des conseillères de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Million, qui avait déclaré à l'AFD, secte, c'est un non-problème.
C'est la seule personne, d'ailleurs ça lui a coûté très cher, elle a perdu son poste et elle a complètement disparu. Mais ça a été en 40 ans sur cette histoire-là, c'est la seule personne qui a prononcé 3 mots qui avaient un peu du sens dans ça. C'est un non-problème. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien, pour le temps que vous nous avez accordé, parce que je sais que vous êtes toujours entre deux avions en déplacement à droite et à gauche. Merci beaucoup. Et puis, si vous avez des informations à communiquer, n'hésitez pas à nous contacter et puis on essaiera de voir ce qu'on peut faire ensemble. Très bien. Je ne manquerai pas de vous contacter et en tous les cas, en espérant pouvoir vous donner des bonnes nouvelles. Merci bien.